Les 4 erreurs les plus fréquentes face aux banquiers, ce qui ruine vos chances d'obtenir votre prêt immobilier. Bonjour, je suis Pierre-Alexandre, fondateur de Coachimo, et pendant ce mois de juillet, j'organise un événement le mois de juillet, le mois pour la propriété, un événement qui, tous les jours, en fin de compte, je fais des vidéos qui vous informent de plein de petites choses sur le processus d'acquisition immobilière. Alors ça sera fait pour vous si vous êtes dans un processus d'achat qui fait que vous voulez acheter votre résidence principale, une résidence secondaire ou un investissement locatif. Pendant tout ce mois de juillet, vous aurez quelques informations qui font la différence lors d'un achat immobilier, que ce soit dans la découverte du bien, dans la négociation ou également dans le prêt. Alors, toute cette semaine, c'est sur le prêt. Et aujourd'hui, on va voir donc les 4 erreurs les plus fréquentes qu'on fait face aux banquiers et ce qui, justement, parfois peut ruiner les chances finalement d'obtenir son prêt. On va faire ça, c'est un gros sujet qu'on va essayer de raccourcir le plus possible. Et après, dans la vidéo, je vous dirai qu'on verra effectivement ce sujet de manière détaillée plus tard. La première erreur, c'est de bazarder le premier rendez-vous avec le banquier, se dire que c'est juste une formalité en fait, le premier rendez-vous avec le banquier, que il va simplement vous donner un taux et puis c'est bon. Bonjour, je veux faire un crédit immobilier, donnez-moi un taux. Le banquier va dire non, mais c'est pas comme ça que ça se passe. D'abord, je veux savoir avec qui vous êtes, ce que vous faites, et ça va induire effectivement une grille tarifaire qui fait que vous allez pouvoir emprunter à tel ou tel taux si vous pouvez emprunter. Voilà. Globalement, ça se passe comme ça. Lors d'un rendez-vous avec le banquier, quand on y va en direct, pour le coup, vous allez avoir des documents forcément à fournir pour pouvoir justifier votre projet. Bon, si le compromis est signé, c'est une chose, mais s'il n'est pas signé, quand on est à l'amont du projet, et c'est toujours ce que je répète, c'est de bien préparer son projet en allant voir son banquier dès le départ, ou peu importe quel banquier, enfin c'est pas le vôtre, mais allez voir un banquier dès le départ pour au moins avoir une enveloppe de prêt, ou un courtier qui s'occupera du coup de tout pour le coup. Mais les premières erreurs, c'est de penser en fin de compte que c'est qu'une formalité. C'est regrettable de se dire j'arrive comme ça sans document et je vais ressortir avec une info. Non, c'est pas vrai. Un banquier, lui, globalement, ce qu'il va faire, vous allez arriver, il va mettre votre nom, votre prénom en face d'une case, il va mettre vos revenus en face d'une autre case, il va regarder si vous avez des crédits ou pas, il va les déduire ou pas, s'il y a des pensions alimentaires, des choses comme ça va rentrer en ligne de compte. Et à la fin, il va vous dire scoring, vous pouvez, scoring, vous ne pouvez pas à tel montant ou vous pouvez à tel montant. Voilà, c'est ça qui va se passer réellement au banquier. Parce que les banques, forcément, ils gèrent ça de manière automatisée et à un moment donné, ils peuvent pas forcément faire que l'humain du début à la fin. Donc, dans les conseils, il faut bien préparer le rendez-vous, avoir les documents nécessaires. Donc, ça va être les 3 derniers revenus, les 2 derniers avis d'impôt. Si vous êtes locataire, ça va avoir les 3 dernières quittances de loyer, le bail si nécessaire, une taxe d'habitation. Moi, à chaque fois, en tant que courtage, je les demande systématiquement d'avoir les 2 taxes d'habitation des dernières années. Pour moi, ça me paraît primordial pour pouvoir justifier justement d'une régularité. Ça peut être des documents spécifiques. Si vous êtes indépendant, ça va être par exemple vos 3 derniers bilans. Tout simplement, un cabis, un extrait cabissal. Ça va être si vous êtes salarié intérimaire et vous voulez faire un emprunt, les conditions sont plus spécifiques, mais justifiez vos revenus sur les 3 dernières années pour montrer une linéarité. C'est important. Si vous êtes dans le personnel de soignant et que, par exemple, vous êtes encore en études, on sait très bien qu'il y a souvent 2 contrats qui sont à durée déterminée avant d'être embauché à plein temps pour tout ce qui est personnel soignant. Pareil. Montrer le document, c'est important. Si vous avez une promesse d'embauche en CDI, faut l'intégrer. C'est des choses comme ça, quoi. On n'oublie bien sûr pas les pièces d'identité, ça coule de source, mais voilà. Donc voilà, regroupez tous ces documents parce que c'est important pour le projet, pour que du coup le banquier, s'il se pose une question, il puisse y répondre directement par vos documents. La deuxième erreur, c'est venez comme vous êtes. Ça, alors c'est très bien chez McDo, venez comme vous êtes, mais alors par contre dans la banque, pour emprunter 100, 200 000 euros, c'est un peu différent pour le coup. C'est pas la valeur d'un Big Mac. Il faut d'avance penser à améliorer son scoring et avoir des bonnes pratiques pour le coup. Donc forcément, ça passe par la tenue de compte. Le banquier vous demandera dans tous les cas la tenue de vos comptes s'il ne les a pas dans son organisme. Donc si vous êtes bancarisé ailleurs, il vous demandera vos 3 derniers relevés de compte et de crédit. Et dans les derniers relevés, forcément, si la personne voit que vous jouez tous les jours à la Française des Jeux, que tous les jours il est marqué barre PMU, machin, etc.,
ça va pas jouer en votre faveur, c'est évident. Voilà, ce sont des choses qui sont importantes. Également, forcément, si vous êtes découvert de manière régulière à telle date ou telle date, il y a peut-être des choses à améliorer. Ça passe simplement par un coup de fil au banquier, lui demander qu'est-ce qu'on peut faire. Il y a des solutions. Hein. Il y a des solutions pour ça. Moi-même, au Crédit Agricole, on avait les solutions pour ça. C'était les cartes à débit différé. Alors, on s'arrête pas là-dessus. Hein. La carte à débit différé, on aime ou on n'aime pas. Moi, personnellement, je n'aime pas. Mais ça crée parfois ça permet de résoudre des problèmes avec une solution de débit plus tard, au moment où il y a les revenus, comme la paye, par exemple. Et ça évite parfois d'avoir des découvertes et d'avoir des frais qui sont liés à ces découvertes-là. Donc voilà, ça c'est important. Traquer les mauvaises dépenses, bah forcément, comme je dis, la Française des Jeux, enfin il y a plein d'autres trucs, hein, voilà. Les mauvaises cartes, ça va avec. Troisième erreur, ne pas avoir travaillé ses mathématiques avant d'aller voir son banquier. Alors c'est pareil, il y a des choses importantes à savoir. C'est qu'est-ce qu'on prend en compte comme revenu, forcément vos revenus au quotidien, mais quelle ligne? Toutes les banques ne prennent pas les mêmes revenus dans les mêmes cases. Tout simplement parce que parfois, certaines banques, notamment les banques mutualistes, vont regarder principalement tout ce qui va être sur votre affiche de salaire avec le net en fin de compte. Et parfois, ils vont calculer le cumul divisé sur l'année. Ça peut être bien. Ce mode de calcul-là peut vous limiter sur certains montants. Parfois, nous en courtage, ce qu'on fait, c'est qu'on prend le meilleur des calculs. C'est soit on prend le revenu qui est indiqué sur le bulletin de salaire qu'on peut lisser sur 12 mois, soit on prend l'avis d'impôt qu'on divise sur 12 mois. Ce qui permet en fin de compte d'avoir le meilleur calcul. Choisissez le calcul qui est le mieux pour vous. On pourra revoir ça si jamais ça vous intéresse. Mettez-le en commentaire si ça vous intéresse pour savoir comment on calcule tout simplement. Mais comme je vous dis, voilà, vous avez votre revenu net avant impôt qui est indiqué sur la bulletin de salaire, bah, c'est celui-ci que vous regardez. Également sur votre avis d'impôt, c'est tout ce qui va être en déclaratif. Donc voilà, ça, ce sont des choses importantes. Donc ça peut également parfois upgrader entre guillemets votre prêt, c'est-à-dire que au lieu de pouvoir emprunter 180 000, vous allez peut-être pouvoir emprunter 195 000. Et les 15 000 d'écart, c'est qu'une petite mensualité, hein, c'est finalement pas grand-chose, ça peut être du 20 € par mois. Sauf que c'est peut-être bête, mais 20 € par mois, ça se récupère assez facilement sur un calcul en fin de compte. Donc voilà, ça, chose importante. Quatrième erreur, et alors là, c'est la plus grosse que je crois pour le coup, et surtout en courtage, pardon, c'est de croire que tous les efforts sont à mettre sur le taux. Quand on veut négocier, c'est de négocier uniquement le taux d'emprunt. Parce qu'il est coutumier d'entendre un voisin qui vous dit, ouais, mais moi j'ai emprunté à 1,40, ouais. Moi j'ai emprunté à 1,20, et là vous allez avoir une troisième personne qui va dire, moi j'ai emprunté à 0,95. Super, ça veut rien dire. Ça veut rien dire du tout. Ça veut rien dire. Le taux, c'est une représentation d'un calcul d'intérêt. Ce n'est pas la base complète du projet. La base complète du projet va être constituée de la durée, fatalement du taux qui va être induit par la durée, les revenus qui vont induire aussi le taux en fonction de certaines banques. Il va y avoir les assurances emprunteurs, les garanties, tout ce qui est également dans l'assurance, ça va être toutes les bases de décès, perte totale irréversible, d'autonomie, qui sont très souvent pris immédiatement par la banque, mais il va y avoir tout ce que les IPT, les ITT, donc c'est les incapacités permanentes partielles, incapacités permanentes totales, les ITT à 90 jours, ça après c'est assez contractuel pour le coup. Tout ça, ça rentre en ligne de compte pour un coût global. Se focaliser sur le taux, c'est une connerie puisque le taux représente ça sur un projet qui fait ça. Le taux peut être intéressant à négocier, mais c'est pas la seule chose. Il y a également ce qu'on appelle les IRA, les indemnités de remboursement par anticipation, qu'on peut négocier. Par exemple, si vous allez avoir un héritage dans 3 ans et que vous voulez rembourser par anticipation, vous allez payer des intérêts de remboursement anticipé. Ça, vous pouvez le négocier pour que ça vous coûte moins cher à l'avenir. Voilà. Bon, c'est pas la seule chose qu'on peut faire. Hein. Sur le crédit, on peut faire plein d'autres trucs. Ça va vachement loin pour le coup. Hein. Ça peut être lié également aux frais de dossier, ça peut être lié aux quotités d'assurance, ça peut être lié à l'assurance emprunteur, ça va être également lié aux intérêts sur ce qu'on appelle des montages multilignes.
c'est du jargon courtage. Si ça vous intéresse, mettez-le en commentaire. On pourra regarder ça ensemble. Voilà. C'était les 4 principales erreurs qu'on voit lors du rendez-vous avec le banquier. Je vous les répète. Donc, bazarder le premier rendez-vous. Donc, se dire que c'est qu'une formalité. Non, ce n'est pas une formalité. Toutes les informations vont découler de ce rendez-vous parce que une fois que c'est saisi dans l'ordinateur, le banquier, lui, il peut travailler pour vous et il va travailler pour vous si vous êtes sympa avec lui. Venez comme vous êtes. Ça se prépare un petit peu forcément. Un projet immobilier, c'est un projet qui va partir sur 20, 25 ans. Vous achetez une bagnole pour 4 ans, 5 ans, 6 ans, voilà. 20, 25 ans, 6 ans, c'est pas la même chose pour le coup. Donc forcément, les montants sont pas les mêmes. Une voiture, crédit conso et un appartement, une maison, bien immobilier, c'est pas du tout la même chose. Les prêts, forcément, c'est non plus les mêmes choses. Ça n'a rien à voir fatalement. Comme je dis, également travailler ses maths, donc savoir qu'est-ce que je mets en face en termes de revenus, qu'est-ce que j'ai, voilà tout ça. Les charges, les dépenses, c'est important. Et comme je l'ai dit, de porter tous ces efforts de négociation uniquement sur le taux, c'est une connerie parce qu'il y a plein d'autres choses à voir. Et ça, on pourra le revoir ultérieurement si ça vous intéresse. Dernière information, j'organise samedi du coup une conférence sur laquelle on reverra en détail ces 4 points-là, ces 4 erreurs-là et comment justement maximiser vos chances pour obtenir votre prêt immobilier, mais surtout les meilleures conditions. Parce que obtenir un prêt immobilier aujourd'hui, en fonction de certaines situations, ça peut paraître plutôt simple, même si aujourd'hui ça se resserre un peu. Il y a des choses à savoir sur lesquelles vous allez pouvoir négocier et faire de grosses économies en termes de courtage. En moyenne, sur l'économie de courtage par rapport à tout ce qu'on voit, nous, on fait économiser à nos clients environ 9 000 € sur la durée complète du prêt, c'est-à-dire sur 20 à 25 ans. Donc 9 000 €, c'est le prix d'une voiture, c'est le prix de pas mal de trucs pour le coup. Donc voilà, ça va également la subvention pour votre essence pendant quelques temps aussi. Ça dépend combien vous consommez, c'est toujours pareil. Mais voilà. Donc, on voit ça en détail samedi. Donc, vous avez un lien dans la description. Inscrivez-vous et sécurisez votre place puisqu'il y a un nombre limité de places pour le coup. Et on verra tout ça ensemble, ce qui permettra du coup que vous puissiez faire des économies qui sont suffisamment intéressantes avec des petites choses et que vous avez sans doute pas connaissance puisque c'est un métier et c'est pour ça qu'aujourd'hui je suis courtier. Voilà, tout simplement. En attendant, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à demain.